Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous indiquer que je suis particulièrement honoré d'intervenir à ce colloque pour vous faire part de mon témoignage de praticien sur donc, cette évolution de l'aménagement du territoire et de la propriété foncière à Mayotte. Notre office fut en 1999 la première structure notariale à s'implanter à Mayotte. Dès notre installation, nous avons dû nous adapter à des règles régissant la propriété foncière qui était propre à Mayotte et également découvrir un droit foncier coutumier. L'aménagement du territoire, qui fait partie du sujet, effectivement, n'est possible qu'en présence d'une situation foncière qui soit connue et réglementée. Alors, il faut que je vous présente donc tout d'abord l'évolution réglementaire, donc l'évolution de la réglementation foncière, ainsi que de l'état de la coutume en matière foncière. Alors, à Mayotte, à l'origine, le régime foncier mahorais résultait de coutumes d'origine africaine, pré-islamique et de droit écrit musulman. L'antériorité de l'occupation par les ancêtres ou la mise à valeur des terres vacantes sans maître était la règle. C'est ce qu'on appelait le principe de la vivification des terres mortes. La passation du foncier s'effectuait sans acte, sans aucune réglementation, uniquement par ce principe de la vivification. La terre avait une destination familiale et, particularité mahoraise, elle était dévolue aux filles. La propriété est donc établie sans titre, par simplement la coutume, la reconnaissance de cette coutume. Intervient, premier texte réglementaire, le traité de cession de Mayotte à la France du 25 avril 1941, qui reconnaît les terres cultivées comme biens appartenant aux habitants et fait entrer l'État français en possession de toutes les terres vacantes sans maître. L'État peut seulement priver les occupants de leurs droits pour les besoins de la défense. C'est cette règle d'appropriation qui servira de fondement à l'extension à Mayotte de la zone des pas géométriques pour être intégrée au domaine public de l'État. Première grande réforme foncière intervient par les décrets du 18 mai 1904 et 4 février 1911 relatives à l'immatriculation foncière à Madagascar qui furent étendus à Mayotte par le décret du 9 juin 1931. Ce système instaure un principe d'immatriculation qui permet d'attribuer des titres, puisque auparavant toute la population mahoraise ne disposait pas de titres. Ils étaient simplement reconnus propriétaires par une reconnaissance coutumière. Et à compter de ce décret est mis en place un système d'immatriculation qui permet d'attribuer des titres définitifs, inattaquables et imprescriptibles. C'est ce dernier point, imprescriptible, on le verra, qui, si dans un premier abord, il apparaît comme un gage de sécurité au niveau du titre, on va le voir qu'aujourd'hui, il constitue un obstacle dans la régularisation de situations d'indivision foncière. Et cette procédure d'immatriculation intervient après une procédure d'information et de bornage qui est destinée à révéler les droits réels constitués sur l'immeuble. Le caractère donc inattaquable empêche toute revendication postérieure à la procédure et l'imprescriptibilité empêche l'usucapion. L'usucapion, donc c'est ce qu'on appelle aussi la prescription trentenaire, qui est le principe de reconnaître un occupant de bonne foi depuis plus de 30 ans sur un terrain, la propriété de ce bien. En fin de compte, l'usucapion, en vertu du principe édicté par le décret de 1931, ne peut intervenir à Mayotte. Ce principe d'immatriculation est facultatif pour les autochtones. Elle n'est obligatoire que pour la mutation de terrain du domaine public et l'acquisition par les non-mahorais auprès des autochtones. Donc ce principe d'immatriculation facultatif, là aussi, on le verra, est devenu un handicap dans la situation foncière à Mayotte, puisqu'en fait de compte, toute une
partie du territoire donc, qui relevait du droit coutumier et dont l'immatriculation était facultative. En fin de compte, les gens n'ont pas procédé à l'immatriculation de leur titre, ils n'en avaient pas besoin. Leur propriété n'était pas contestée, elles étaient transmises selon leurs règles coutumières sans poser de problématiques. Et donc le fait de ne pas avoir laissé cette immatriculation facultative fait qu'aujourd'hui, une grande partie du territoire mahorais est encore, certes immatriculée au nom de la collectivité, mais sur lequel il y a donc des droits coutumiers qui appartiennent aux Mahorais. À compter de 1931, donc il a été ici créé une division entre les propriétaires qui, d'un côté, immatriculaient leur titre et avaient un titre de propriété très fort, et donc les Mahorais qui, pour très peu, recouraient à l'immatriculation. Globalement, donc, peu de Mahorais ont eu recours à cette immatriculation, car ils n'en ressentaient pas le besoin, puisque se contentant de leurs droits coutumiers. Une faible partie de l'île a été immatriculée, et cette situation, en fin de compte, a perduré jusque dans les années 1990. Par ailleurs, le décret du 28 septembre 1926 a établi définitivement la zone des pas géométriques dans le domaine public. Cette règle est importante puisque à Mayotte, l'occupation coutumière de l'île est, dès le départ, principalement établie sur le périmètre de l'île. C'est les premières zones qui ont été exploitées, mises en valeur, où se trouvent les principaux villages. Et donc, en 1926, tout ce périmètre-là a été inclus dans le domaine public au titre de la zone des pas géométriques. Donc, on est un peu revenu sur le principe qui avait été établi donc, en 1841, où, en fin de compte, l'État reconnaissait la propriété donc, aux occupants coutumiers. Ainsi, donc, les droits fonciers coutumiers vont se retrouver coincés entre le domaine public inaliénable et les terrains de droit privé qui ont eu recours à l'immatriculation. Ils sont ainsi cantonnés dans une forme, je dirais, d'occupation précaire à défaut d'immatriculation, puisque leurs titres, en dehors de leurs coutumes, ne sont pas connus des tiers. Un décret modificatif de 1956 permet ensuite aux personnes qui exercent des droits réels selon la coutume de combattre la présomption de domanialité et de recourir à une procédure d'immatriculation. Puis le mouvement de convergence vers le droit commun va s'accélérer à partir des années 1990. Pour y parvenir, deux premières mesures majeures. Tout d'abord, une ordonnance du 1er octobre 1992 qui a prescrit l'établissement d'un parcellaire cadastral. Puis, une ordonnance du 8 mars 2000 a institué une commission de révision de l'état civil pour réformer les documents d'état civil, donc réformer les extraits d'actes de naissance, d'actes de mariage et d'actes de décès. Malheureusement, la commission de révision de l'état civil a pris fin le 31 juillet 2010, avant que la révision ait été complète. Et donc on se retrouve aujourd'hui en présence de deux documents d'état civil. D'une part, des documents d'état civil réformés, où on a un nom patronymique, des prénoms, une filiation qui est indiquée, des mentions marginales, savoir si la personne est mariée, si elle est décédée, si elle est divorcée, et puis des actes d'état civil, donc je dirais d'époque, qui sont avec aucune indication de nom et de prénom, une filiation où entre des mêmes enfants, on trouve le nom des parents qui sont établis de manière différente, et puis aussi aucune mention marginale, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas informé sur le statut civil de la personne, savoir si elle est mariée, si elle est décédée, ou si elle fait l'objet, par exemple, d'une mention au répertoire civil d'incapable, voilà, à la lecture d'un acte de naissance. Voilà. Donc aujourd'hui, malheureusement, pour les praticiens du droit que nous sommes, invités à vérifier la capacité des parties, cela constitue pour nous encore un obstacle à la connaissance de la situation d'état civil d'une personne. Il est à relever qu'avec ces outils, ce sont les outils que donc, nous, on a connus lorsqu'on est arrivé en 1999,
nous avons pu exercer nos fonctions en toute sécurité juridique, car nous sommes appuyés sur des titres qui étaient établis, inattaquables, imprescriptibles. Donc lorsque la personne nous présentait son titre de propriété qui était régulièrement enregistré au livre foncier, on n'avait pas à se poser de la question de savoir si l'acte juridique qui lui avait permis de se faire titrer, en fait, compte, était valable ou il avait été fait en conformité avec les règles de droit. Et puis on avait donc pour partie un état civil qui était révisé. À cette époque, toute l'activité notariale concernant les personnes de droit local, que ce soit, comme l'évoquait tout à l'heure Madame Abdallah, que ce soit les successions, les divorces, donc tout ce qui concernait le droit de la famille des personnes de statut de droit local ou des droits fonciers coutumiers, était traité par les cadis qui faisaient fonction à cette époque de notaire pour les citoyens de statut personnel de droit local. Puis intervient grande réforme foncière, qui est celle aujourd'hui applicable, survient avec l'ordonnance du 28 juillet 2005, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Quelles sont les principales mesures de cette ordonnance? Premièrement, l'immatriculation devient aujourd'hui obligatoire. Les personnes donc, qui détiennent des statuts, enfin des droits coutumiers selon la coutume, doivent recourir à l'immatriculation. Voilà, le principe est énoncé, mais on n'a pas connaissance de la mise en place, en fait, compte de mesures contraignantes ou d'enquêtes qui permettent, en fait, compte à ces personnes de les obliger à recourir à cette procédure d'immatriculation, sauf si elle n'y était incitée que pour des motifs personnels, comme par exemple de recourir à un emprunt pour construire, parce qu'elle va devoir proposer une garantie, et donc, par exemple, présenter un titre de propriété. Deuxième grande mesure, la publication d'un acte doit être précédée d'un acte authentique. Effectivement, quand on est arrivé en 1999, l'acte authentique n'était pas une condition pour pouvoir présenter un acte, ce qu'on appelle à la publication, c'est-à-dire pour pouvoir transcrire son droit réel immobilier au service de la publicité foncière. Donc il y avait donc de nombreux, par exemple en matière de vente immobilière, donc il y avait une grande pratique des actes sous seing privé. Donc cette réforme foncière donc, met fin aux actes sous seing privé, notamment en matière de vente immobilière. Troisième grand point de la mesure, harmonisation des règles de la publicité foncière avec le droit commun. Désormais, donc pour pouvoir transcrire un acte et donc publier son droit foncier, des exigences sont formulées quant à l'identification des parties, la désignation du bien, l'origine de propriété, la liquidation des droits fiscaux. Donc ceci est désormais exigé pour pouvoir publier un acte, ce qui n'était pas le cas dans le précédent régime. Ces exigences dans l'indication des actes, c'est ce qui a eu pour conséquence, à compter du 1er janvier 2008, alors qu'ils avaient toujours les fonctions de notaire pour les citoyens de droit musulmans, d'empêcher, en fin de compte, la publication des actes qui étaient établis par les cadis parce qu'ils ne répondaient pas à ces critères. Ils n'étaient pas formés à porter donc ces informations dans les actes, et donc les actes qui ont été ensuite établis par les cadis et présentés au service de la publicité foncière ont fait l'objet de ce qu'on appelle de rejet, car ils ne présentaient pas les critères requis. Alors, pendant cette période, donc, pour permettre cette publication, quand c'était possible, nous procédions à un dépôt des actes cadiaux pour y apporter donc justement ces précisions nécessaires et permettre la publication d'un acte établi par le cadi. Quatrième grand point de la réforme, il accorde à toute personne exerçant une occupation de bonne foi, paisible et continue, d'une parcelle dont elle assure la mise en valeur rationnelle et continue depuis 10 ans, la possibilité d'en devenir propriétaire de droit commun. Cette disposition, qui est reprise donc dans cette ordonnance, est une prolongation de la délibération du Conseil général du 3 septembre 1996 qui avait instauré une procédure de régularisation foncière. La distinction, désormais,
et que la régularisation foncière s'effectue en vertu de critères civilistes, puisque on inère des critères parfaitement connus de notre droit civil, à savoir une occupation de bonne foi, paisible et continue. Donc ça, ce sont des critères que l'on retrouve dans l'usucapion. Alors que précédemment, elle s'effectuait en fonction de critères coutumiers, conformes au vénérable principe de la vivification des terres. Donc là, on voit qu'il y a une séparation qui s'opère dans la reconnaissance de la propriété, de la régulation foncière, ou qui était auparavant attaché à des principes coutumiers, et là, désormais, que l'on établit sur des critères civilistes et sur une durée d'occupation qui est très courte, puisque c'est un délai de 10 ans. Et on constate donc qu'avec ce nouveau processus, que des acteurs individuels peuvent désormais chercher à étendre leurs revendications en s'appuyant plutôt sur le droit commun que sur la coutume, et ainsi donc de régulariser des droits qui sont peut-être plus importants qu'ils n'en auraient donc, par rapport à la coutume, ce qui n'est pas sans générer donc, des conflits sociaux. Ensuite, la loi du 7 décembre 2010 met fin aux fonctions notariales des cadis et donc confère aux notaires désormais seul le soin d'instrumenter pour les personnes de statut de droit local dans le domaine des régimes matrimoniaux, des successions et des libéralités, dont les règles continuent à être régies par le droit local coutumier. En matière de succession, un fort tempérament est intervenu en matière de dévolution, car l'ordonnance du 3 juin 2010 énonce qu'est interdite toute discrimination par la dévolution des successions qui serait contraire à l'ordre public. Alors que la dévolution de droit local, on pouvait retrouver des distinctions de dévolution entre héritiers de même degré, par exemple entre oncle et tante, donc une distinction en raison de leur sexe, où on pouvait, donc il y a des règles qui disent que c'est l'oncle qui doit hériter, mais pas la tante. Voilà. Donc ça, ces règles donc, de dévolution successorale, si elles relèvent effectivement, elles font partie du droit local coutumier, mais en fin de compte, elles sont contraires aux dispositions de l'ordonnance du 3 juin 2010 et donc n'ont plus vocation à pouvoir s'appliquer à Mayotte. Et enfin, donc dernier point d'alignement, ordonnance du 19 septembre 2013 qui aligne la fiscalité sur celle de droit commun avec une mise en place donc également de la fiscalité locale. On va voir qu'au niveau des comportements fonciers, cette mise en place de cette fiscalité a elle, entraîner, en fin de compte, un pas vers l'immatriculation, puisque la mise en place de la fiscalité locale a fait lever certains impôts au nom de certains occupants des parcelles, de grandes parcelles, alors qu'ils en étaient occupants que de certaines parties. Donc c'est ce qui les a poussés à recourir à un processus d'immatriculation pour voir, en fin de compte, limiter leurs droits et leurs responsabilités fiscales qu'à celles qui les concernent personnellement. Alors aujourd'hui, donc, on constate qu'on a un système foncier à Mayotte qui n'est pas réglementairement exactement celui que l'on trouve dans notre système de droit commun, puisqu'on se retrouve avec des droits fonciers coutumiers qui existent. On se retrouve avec des titres établis en 1911 inattaquables, imprescriptibles et qui sont aujourd'hui, donc, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la pratique, et un système donc, de foncier introduit donc, depuis le 1er janvier 2008 qui repose toujours sur un livre foncier et qui n'est pas donc, identique à celui que l'on retrouve donc, en métropole. L'outil que nous utilisons en tant que praticiens est identique, c'est ce qu'on appelle le logiciel Fidji, donc c'est-à-dire que l'on travaille au niveau de la publicité foncière de la même manière que l'on ferait en droit commun, mais en fin de compte, la base réglementaire est différente. Alors quelles sont les problématiques que l'on rencontre en matière foncière? Alors, tout d'abord, la première problématique, c'est qu'il y a un processus de régulation foncière qui a été initié en 1996 et qui aujourd'hui n'est pas abouti. Ce processus de régulation est de la compétence du département depuis 2006. Il subsiste un stock important de régularisation et
il me semble nécessaire, ainsi que le préconise le rapport donc, enregistré au Sénat le 23 juin 2016, et dont le rapporteur coordonnateur était le sénateur de Mayotte, maître Thani Mohamed Souaili, c'est que la compétence donc, de la régulation foncière soit transférée à une commission ad hoc de régulation foncière et qui soit composée de manière mixte, c'est-à-dire comprenant des magistrats, des élus et des professionnels du droit. Deuxième problématique que l'on rencontre à Mayotte, c'est les terres que j'appellerais gelées par les titres émis en 1911. On rappelle, les titres émis sur la base du décret 1911 sont inattaquables, imprescriptibles. Donc, ceci concerne aujourd'hui des terrains qui sont occupés par de nombreuses familles qui peuvent être issues de propriétaires décédés et restés dans une indivision informelle, ou qui ont eux-mêmes bénéficié d'une vente ou donation non enregistrée par le propriétaire, ou encore qui sont tolérés dans l'occupation par des usages coutumiers. Le propriétaire a disparu, personne ne conteste cette occupation, cependant, l'usucapion ne peut être utilisé en raison du caractère imprescriptible du titre. Cette situation concerne parfois à Mayotte des villages entiers, et voire même des équipements publics qui ont été acquis par les communes par acte sous seing privé mais non enregistrés. Donc là également, donc une des préconisations prévues dans le rapport du Sénat, c'est de légiférer pour permettre à la commission foncière de réexaminer ces titres imprescriptibles et ainsi distribuer de nouveaux titres. Troisième difficulté foncière, c'est les indivisions endémiques. Ce n'est pas une difficulté qui est propre à l'île de Mayotte, puisqu'on la retrouve également dans les autres territoires d'outre-mer, y compris à La Réunion, aux Antilles. Et elle est souvent la conséquence de successions en cascade qui sont non réglées. Elle ne présente que des inconvénients. Et aujourd'hui, donc, les outils dont nous disposons ne sont pas suffisants pour pouvoir proposer des solutions à ces situations, qui sont souvent des situations de conflit sur le terrain. Et enfin, un dernier point, là je vais prendre 1 ou 2 minutes de plus, si tu me le permets, parce que pour moi c'est le point, je pense, le plus important. Pour moi, la quatrième difficulté, c'est le défaut d'information de la population mahoraise par rapport aux règles qui leur sont désormais imposées et soumises. Toutes les nouvelles dispositions législatives et réglementaires en matière foncière et civile ont manqué, à mon sens, de communication et d'information auprès des Mahorais. En effet, se pose la question de l'accès aux droits de la population mahoraise, qui n'a pas cette culture juridique qui lui est inconnue. Elle ne la comprend pas, elle ne la connaît pas. Il y a à Mayotte un important retard dans l'intégration du système normatif, tant au niveau de l'information que même de la formation. Et ça, nous, on le constate auprès, par exemple, des officiers d'état civil qui instruisent en mairie. Il est absolument nécessaire d'amener le droit vers les Mahorais, et pas l'inverse, par des actions d'information, de vulgarisation, de formation, des responsables fonciers, voilà. L'emploi des langues locales, outre le français également, facilitera cette transmission du droit. L'installation de maisons du droit doit se développer, ainsi que la tenue de réunions d'information en mairie. Donc là, il y a réellement il faut qu'il y ait un dispositif particulier qui permette, en fin de compte, de transmettre l'état du droit aux Mahorais pour leur permettre donc de se l'approprier. Moi, je le rencontre en pratique quand on est confronté en pratique à ces problématiques et avec des personnes qui sont de droit local, qui nous font part de leurs coutumes. Et en fait, quand je leur explique le droit commun, ils sont tout à fait réceptifs une fois qu'on leur explique. Et dans ma pratique notariale, je ne rencontre pas particulièrement de difficultés avec la population mahoraise. Elle est vraiment à l'écoute et lorsqu'on lui a expliqué, elle accepte d'appliquer notre droit commun. En conclusion rapide, il reste des actions à entreprendre. Et en tout cas, je suis tout à fait confiant dans leur réalisation.